d'une certaine façon, puisque à partir de ce moment-là, et nos ennuis viennent aussi d'aspects phonétiques, qu'on a tout le temps oublié, mais qui font que la langue française souffre ou bien bénéficie, c'est difficile à dire, à nous de faire un avantage, bénéficie d'une absence d'accent démarcatif dans les mots. Il y en a un peu dans le midi, mais assez peu. En fait, quand vous dites anticonstitutionnellement, ben, il n'y a pas d'accent. On ne sait pas si c'est sur le an, le ti, sti, tu. Alors qu'en anglais, ça serait impossible. Il y aurait un accent sur une des syllabes. Et tous nos mots sont quasiment dépourvus d'accent. Cet accent démarcatif qui existe dans énormément de langues de l'Europe, l'anglais, mais aussi l'italien, mais aussi l'espagnol, mais aussi l'allemand, et qui, selon les langues, il y en avait un ainsi en latin, en fonction du nombre de syllabes, et qui touche cet accent démarcatif, tantôt la dernière syllabe, tantôt l'avant-dernière, tout dépend des langues, fait que chez nous, c'est un handicap ou une qualité, nous allons voir pourquoi. Handicap, parce que dans le fond, l'anglais, lui, a gardé cet accent démarcatif, et pour nous, c'est compliqué de comprendre l'anglais, et parfois les syllabes qui sont à côté de l'accent tonique disparaissent. On sait bien que quand on apprend un mot, il faut apprendre si c'est psychologie ou psychology ou psychology, bon, et on ne sait jamais, on hésite, et si on ne le fait pas, on n'est pas compris. Et qui plus est, quand on entend, comme les syllabes autour s'enlèvent, on a beaucoup de mal à repérer Somerset Maugham pour nous, qui vient de Somerset Maugham en anglais. Et donc là, il y a une difficulté, mais en même temps, ça donne à notre langue une grande clarté syllabique, mais aussi un problème sur les fausses coupes. Les fausses coupes, c'est-à-dire le fait de savoir quand commence le mot, quand se termine le mot. Et autant pour un anglais, blackbird ou blackbird, c'est différent, autant pour nous, eh bien, il parle d'une autre, on ne sait pas si c'est une autre ou d'une autre, et on a cette difficulté-là dans notre langue. Alors ça n'explique pas les emprunts qu'on fait en anglais, mais ça montre quand même qu'on a à la fois un avantage et un handicap à surmonter pour trouver les formules, pour trouver l'harmonie de notre langue, et qui est dans le fond dépourvu d'accent. Voilà, ça c'est une première remarque. Alors si on continue l'histoire, ça va aller très vite, hein, 16e siècle, c'est l'Italie qui l'emporte, on comprend, on a pour l'Italie une grande admiration, et aussi la Renaissance. 17e siècle, bon, la France est au cœur de l'Europe, la monarchie absolue a des défauts, mais elle a aussi l'avantage de faire rayonner la langue française à travers ses dictionnaires, qui ont, ne l'oublions pas, l'objectif, c'est d'être, dans le fond, les substituts du latin langue internationale, pour offrir à toute l'Europe, Furtière, l'Académie, etc., des dictionnaires qui soient en langue française, pour qu'on parle la langue française, et non plus le latin. Et le titre, le trésor de la langue française, en 1606 de Nico, tout à fait explicite à cet égard. Et c'est assez réussi, puisque le XVIIIe siècle, la langue française continue de rayonner, on n'est pas du tout embêté par l'anglais. Bon, cependant, on a une admiration au XVIIIe siècle philosophique pour l'anglais, ce qui entraîne quelques mots. Alors ça donne budget. Alors évidemment, si on regarde d'un peu plus près, budget, c'est un mot gaulois, bouge, qui a donné petit sac, qui a donné bougette, plus petit sac, dans lequel on mettait l'argent, qui est passé en Angleterre, et en Angleterre, la tradition était d'ouvrir le petit sac, open, je prononce très mal l'anglais, le budget, et dans le fond, ça nous revient avec la Révolution, avec le mot budget. Mais il y a d'autres mots que les poètes utilisent avec plaisir, hein, grog, punch, spleen, évidemment, meeting, bon, ma grand-mère disait meeting, importé, brique, club, on voit la politique qui est là, et puis quelques mots comme beefsteak, avec l'aspect gastronomique, il n'y en a pas tant que ça, parfois, venant de l'Angleterre. Mais là, c'est vraiment pas comme attaque. Ensuite, arrive le 19e siècle, et là, alors, ce qui est embêtant pour nous, c'est que l'Angleterre a une révolution industrielle d'avance.
Et cette révolution industrielle d'avance avec la machine à vapeur, notamment la locomotive, elle se repère évidemment dans des mots comme wagon, dans le mot rail lui-même, et on voit bien que même dans le dictionnaire de l'Académie, par exemple, les premiers bateaux à vapeur, steamer, sont là. Mais on les intègre et on ne sent aucun danger. Pourtant, il est déjà là. Il est là par cette industrielle d'avance qui va évidemment être conforté, hélas, au XXe siècle par la Première et la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis et l'Angleterre viennent fort heureusement à notre secours, mais en même temps, ils viennent avec des mots, ils viennent avec une musique, ils viennent avec le jazz, ils viennent aussi avec une sorte de fascination pour les Français devant le côté technique très avancé des Américains, un niveau de vie bien supérieur au nôtre. Donc ça, on en est un peu les héritiers, et en même temps, si on met en avant, pour quand même que les jeunes qui utilisent les mots anglais aient en tête que le français est une très belle langue, et que l'anglais est sans doute une très belle langue aussi, mais qu'on n'a pas à copier l'anglais, ne pas hésiter à dire que énormément de mots que nous croyons anglais sont français, pour 60%, que par ailleurs des mots français sont passés en Angleterre et nous reviennent en France. Alors on a l'exemple traditionnel de tennis, qui était au jeu de paume tennis, prononcer les déclinaisons, ça nous revient avec tennis lawn, c'était le gazon, ça s'abrège en tennis, et voilà, dans le fond, un mot tout à fait français. Alors, la difficulté va être enracinée, à mes yeux, des anglicismes dans la seconde moitié du XXe siècle, où la scolarité, et tant mieux, la scolarité est très présente, et la langue, évidemment, apprise majoritairement, c'est d'abord l'anglais, ensuite l'espagnol, et en conséquence, on est embêté avec l'accent. Alors, j'ai souvent comme référence ma grand-mère de Boulogne-sur-Mer qui n'avait fait aucune étude, qui était fille d'un berger, qui avait tenu un café, et qui avait une orthographe extraordinaire, parce qu'elle lisait La Voix du Nord, elle avait bien appris à lire, son orthographe était meilleure que celle de mon père, qui était professeur pourtant, et donc peut-être que la mienne d'ailleurs aussi, et qui alors, sans aucun complexe, mais sans du tout avoir une volonté polémique, elle était à Boulogne-sur-Mer. Alors il faut aussi comprendre le contexte. Boulogne-sur-Mer, en face c'est l'Angleterre, c'est forcément l'ennemi, et quand ma grand-mère parlait d'en face, c'était ces monsters d'English. Elle disait ça, ces monsters d'English. Donc elle avait dû dire ça quelque part. Mais elle disait le vicomte, elle disait le meeting, elle lisait cela, elle n'avait pas appris l'anglais, donc il écoutait assez peu la radio, ça savait que c'était La Voix du Nord, et donc, si vous voulez, le mot était intégré avec la prononciation française, et on le sait, un certain nombre de mots, comme par exemple redingote, c'est riding coat, le vêtement pour faire du cheval, et du coup, ces mots-là sont tout à fait intégrés. Donc quand un mot anglais, finalement, n'est pas perturbé par sa bonne prononciation dans l'apprentissage, il peut s'intégrer, et redingote, c'est vraiment français, on a trouvé les consonances françaises, et peu le savent, sauf évidemment ceux qui s'intéressent à l'histoire de la langue, que dans le fond c'est un mot anglais. Et donc on a toute une série comme ça de choses un peu curieuses qui font qu'on doit comprendre, si vous voulez, cette histoire de la langue. Et un des objectifs, me semble-t-il, du côté de l'école, du collège et du lycée, c'est de rappeler cette histoire de la langue, rappeler la force de la langue française et la capacité que nous avons aussi à être plus précis.